Bonjour mesdames, messieurs, merci de nous joindre sur les ondes de Radio Infocité. Aujourd'hui, on vous présente une exposition qui s'intitule Droit en mouvement. C'est qu'on célèbre l'anniversaire de 1963 à 2023 de la Ligue des droits et libertés avec cette exposition qui est à l'Écomusée du Fier-Monde. Il est actuellement en cours et cela jusqu'au 3 septembre. Et c'est tout à fait approprié d'en parler aujourd'hui. On est le 26 juin. Et bien demain, le 27 juin, on va souligner l'anniversaire de la Charte québécoise des droits et de liberté de la personne qui date du 27 juin 1975. Or, nos invités aujourd'hui sont les deux co-commissaires de l'exposition Droit en mouvement, qui est accompagné, je tiens à souligner, d'un catalogue qui est une édition spéciale de la revue de la Ligue des droits et libertés et qui est disponible également à l'Écomusée du Fier-Monde. Or, qui sont les deux co-commissaires? Eh bien, il s'agit d'une politicologue, professeure retraitée, émérite de l'Université Laval, professeur Diane Lamoureux, et le professeur Paul-Étienne Rainville. Et on a notre bienheureux politicologue, professeur Louis Balthazar, professeur émérite aussi de l'Université Laval et ancien collègue de professeur Diane Lamoureux. Eh bien, mesdames, messieurs, tout comme j'ai invité Louis Balthazar, je vous invite à découvrir cette exposition à l'Écomusée du Fier-Monde pour en fait explorer un pan de l'histoire et de la politique et son évolution vis-à-vis les droits et les libertés. Or, Louis Balthazar, vous-même, vous êtes allé en visite à l'Écomusée du Fier-Monde et on dit que les premières impressions sont les plus marquantes. Quel était pour vous, vous qui ne faisiez pas partie de l'exposition, tout de même, Louis Balthazar, vous avez vécu, vous êtes témoin de plusieurs des événements et des mouvements qu'on présente, n'est-ce pas, dans l'exposition Droit en mouvement. Oui, pour moi, ça a été un retour aux sources. D'abord, parce que j'ai grandi pas très loin de l'endroit où est ce magnifique musée. J'ai regardé l'exposition permanente qui m'a plu beaucoup et tout particulièrement, évidemment, celle qui porte sur l'anniversaire de la Ligue des droits et libertés. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en 1963, j'étais bien témoin du lancement de la Ligue des droits de l'homme, comme elle s'appelait à l'époque, et elle avait l'appui, l'intérêt de toute une classe d'intellectuels. C'était vraiment, ça s'inscrivait dans la Révolution tranquille comme un élément essentiel de notre vie québécoise. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens, en tout cas dans la classe nationaliste en particulier, qui s'intéressent pour toutes sortes de raisons à la question des droits et notamment à notre charte du 27 juin 1975. Alors, j'ai revu évidemment toute l'histoire de cette Ligue des droits de l'homme qui a changé son nom et pour cause et qui a donné lieu. Je ne savais pas que la Ligue des droits de l'homme avait été à ce point présente dans la préparation de la Charte des droits et libertés de 1975. C'est un magnifique travail et une œuvre constante dans ces 60 dernières années. Alors,
Professeur Diane Lamoureux, je vous invite à enchaîner en dialogue avec votre ancien collègue à l'Université de Laval, vous aussi qui êtes politicologue. L'objectif principal de cette exposition-là, c'était de, évidemment, célébrer 60 ans d'activité de la Ligue des droits et libertés en mettant de l'avant les préoccupations de cette Ligue-là qui ont évolué au fur et à mesure de son histoire en fonction de la conjoncture politique au Québec et aussi en fonction de la composition du membership de la Ligue. Et c'est-à-dire, au début, on avait des gens qui avaient été très marqués par l'absence de liberté d'expression et de liberté de manifestation, de liberté d'association sous le régime du Plessis et qui portaient ces préoccupations de garantir les libertés politiques et individuelles de base. Et au fur et à mesure de l'évolution des rapports sociaux au Québec, de l'approfondissement de la Révolution tranquille, il y a eu une préoccupation beaucoup plus sociale qui s'est instaurée et des alliances qui se sont nouées, par exemple, qui ont déjà existé sur la question des droits humains avec les syndicats, mais qui se sont renouées des alliances également avec d'autres mouvements sociaux comme les groupes communautaires sur toute la question des droits économiques, sociaux et culturels. Il y a des alliances qui ont été nouées par rapport aux populations autochtones, par rapport aux populations racisées et au déni de droits auxquels elles faisaient face. Et c'est un peu la somme de ces alliances et également de ces implications au fil des années de la Ligue qui était l'objet de l'exposition, pour montrer que les droits ne sont jamais acquis une fois pour toutes, qu'il faut aussi les défendre parce qu'il y a des questions qui sont récurrentes. On va revenir au fil des années dans cette exposition-là. Et professeur Paul-Étienne Rainville, que diriez-vous en dialogue avec Louis Balthazar? Ce qui est intéressant, c'est justement quand on arrive dans le fonds d'archives de la Ligue des droits et libertés, c'est un fonds qui est absolument immense. Le répertoire nous permet de voir toutes les thématiques sur lesquelles la Ligue s'est penchée au travers les années. Et c'est de voir aussi l'ampleur de chacun des dossiers et l'importance des alliances. Je pense que Mme Lamoureux, c'est un élément important aussi qu'elle soulignait, c'est que le thème droit en mouvement, c'était l'idée d'aller aussi au-delà de l'histoire de la Ligue pour regarder finalement l'histoire des luttes portées par les groupes, les mouvements sociaux au Québec. Et quand on essaie de voir un peu la cartographie des liens avec d'autres organisations pour la Révolution dans le temps, justement, ce que Mme Lamoureux signalait, c'est qu'au départ, on a une période qui est beaucoup plus qu'on qualifie de juridique, où finalement on essaie de transformer l'administration de la justice, de prendre la défense des droits juridiques des individus. On a aussi toutes sortes de dossiers sur des cas individuels de violation de droits. Et à partir de 72 environ, là on se dit, écoutez, les droits, c'est pas simplement les libertés civiles, c'est pas simplement les droits juridiques. Les droits, c'est aussi les droits économiques sociaux, le droit au logement, à la sécurité sociale, le droit à la santé, le droit au logement, etc. Et donc, on voit que les préoccupations de la Ligue là, explosent littéralement. Dans les années 70, on a des comités sur les droits des personnes âgées, des comités sur les chômeurs, chômeuses, comités sur les droits des enfants. Donc là, on a beaucoup plus de membres, beaucoup plus de dossiers en cours aussi. Et là, ça devenait un peu difficile pour monter l'exposition, pour retenir les éléments qui étaient les plus importants. Mais je pense que effectivement, on a vraiment un changement dans les années 70 où là, la Ligue, à mon avis, prend le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc, une organisation qui n'est pas simplement centrée sur les libertés civiles, même si c'est un élément, je dirais, une matrice là, de l'histoire de la Ligue, mais qui a une conception plus large des droits qui inclut, entre autres, les droits économiques, sociaux, culturels, comme le mentionnait Mme Lamoureux. Donc ça, je pense que c'est vraiment une clé d'interprétation de l'histoire de la Ligue. C'est un peu difficile de le rendre compte parce qu'on a fait une approche thématique dans l'exposition. Donc, on va parler de surveillance, police, droits des prisonniers, racisme. Donc, on a des thématiques, mais quand on se déambule dans l'exposition, on voit justement qu'il
que cet élargissement-là de la conception de ce qu'est une organisation de défense des droits. Puis c'est là que ça devient aussi pertinent pour des gens d'autres milieux aussi de venir voir l'exposition, de voir les convergences des luttes aussi à travers le temps. J'ai lu attentivement les textes. En fait, je l'ai visité 3 fois, l'exposition, et j'aimerais remonter dans les années 60, donc aux origines même de la Ligue des droits et libertés. Et justement, il y a un texte publié dans la presse le 30 mai 1963, et je cite, la nouvelle Ligue des droits de l'homme compte 100 membres. Or, ce qui m'intrigue en lisant les textes, je semble constater, et ça m'importe comme spécialiste en sciences des religions, que c'était beaucoup les laïcs et non les clercs qui étaient impliqués. Je vois, par contre, dans Le Devoir du 31 mai 1963, on mentionne, vis-à-vis de la Ligue des droits et libertés, Gérard Labrosse, Société de Jésus, donc jésuite. Est-ce que c'est bien vrai donc qu'il s'agissait à l'origine d'un mouvement surtout laïque? Sûrement, c'était surtout laïque à l'époque. C'était dans le cadre de la Révolution française, de la Révolution tranquille, et une affirmation du droit des laïcs dans une société encore dominée largement par l'Église. Mais ce qu'on a signalé au sujet de la Révolution tranquille en général, et ce qui est vrai pour la Ligue des droits de l'homme aussi, c'est qu'il y a une part importante du milieu ecclésiastique qui embrassait de tout cœur la Révolution tranquille et en même temps les droits fondamentaux. Et déjà, pour des gens préoccupés de justice sociale, les droits économiques et sociaux. Donc, je ne savais pas que le père Gérard Labrosse, que j'étais connu, était membre, mais je suis sûr qu'il y avait beaucoup de jésuites, pas tous, mais qui étaient immensément favorables à cette création et à son évolution. Et que diriez-vous, les deux commissaires, de la part des laïcs et du clergé dans l'établissement de la Ligue? Il me semble que c'est principalement effectivement des personnalités laïques. Il y avait aussi un souci d'avoir des anglophones et des francophones à l'origine de la Ligue. Il y avait, par exemple, quelqu'un comme Frank Scott qui avait été impliqué durant les années 30 et 40 et 50 dans une série de combats pour les droits humains était présent. Il y avait Thérèse Casgrain qui avait joué un rôle crucial dans la revendication des droits des femmes, principalement le droit de vote, mais pas uniquement. Et d'ailleurs, elle reprendra ce combat-là à l'intérieur de ce qui était alors la Ligue des droits de l'homme. Donc, mais ça reflète un peu le Québec des années 60, où la part des laïcs dans les mouvements sociaux devient de plus en plus importante et le fait qu'il y ait peu de religieux, à tout le moins affichés, même si plusieurs de ces personnes-là pratiquaient une religion, si on veut, à l'époque, c'est aussi un effet d'époque, je pense. Paul-Étienne Rainville, que diriez-vous sur les laïcs et les clercs dans la fondation de la Ligue? Je pense que ce qui a été dit, c'est exactement c'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'au courant des années 50 en particulier, il y a tout un courant à l'intérieur de l'Église qui se réconcilie, si on veut, avec l'idéal des droits de l'homme, en particulier l'idéal des droits de l'homme qui est promulgué dans la Déclaration universelle de 1948. En même temps, il y a toute une frange plus conservatrice du clergé au Québec qui considère les droits de l'homme comme étant l'héritage de la Révolution française, comme étant un idéal athée, matérialiste, individualiste. Et donc, quand on remarque les positions de l'Église, les positions des hommes et des femmes d'Église,
plus progressistes dans les années 50, et le père Labrosse en est un, comme en tant que professeur et jésuite aussi. On voit en plusieurs milieux qu'il y a des catholiques qui prennent ouvertement position pour la défense des droits de l'homme, en particulier parce que, justement, la Déclaration universelle, comme disait M. Balthazar, elle énonce des nouveaux droits, en particulier les droits sociaux. Donc, plutôt qu'être simplement un énoncé de liberté individuelle, on énonce les droits sociaux. Il y a aussi les droits de la famille qui sont mentionnés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au début des années 60, il y a beaucoup d'hommes et de femmes d'Église qui s'impliquent dans des mouvements de défense des droits humains. Et on pourrait même parler un peu plus tôt, il y a Jean Marchand aussi qui est là. Jean Marchand était à la CSN, qui était la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Et au milieu des années 50, les syndicats catholiques commencent à mettre sur pied des comités des droits de l'homme. Ultimement, ils vont réclamer l'adoption d'une charte des droits pour protéger les droits sociaux, protéger les droits des travailleurs. On va réclamer aussi des lois contre la discrimination raciale, religieuse. Donc, on voit que dans les mouvements sociaux catholiques, progressistes, il y a vraiment un changement de paradigme. Et je dirais que même s'ils sont laïcs, les fondatrices de la Ligue, il y en a plusieurs qui sont vraiment portés par les idéaux, je dirais, personnalistes de la gauche catholique de la fin des années 50. Et il y en a beaucoup qui ont écrit, par exemple, sur Pierre-Éliott Trudeau, que la Charte canadienne aurait finalement un fondement personnaliste, donc un fondement dans l'enseignement social de l'Église catholique et l'idée d'universalité des droits, etc. Donc, je pense que justement, ça reflète bien cette période-là où il y a beaucoup de laïcs, mais en même temps où il y a une sorte, ce qu'on a appelé une sortie religieuse de la religion au début des années 60 au Québec. Et il faudrait signaler en particulier l'ordre des Dominicains, qui, du moins dans son expression sociale, était beaucoup plus progressiste que l'ordre des Jésuites. Et la revue Maintenant, en particulier, qui a été fondée, je ne me souviens pas, au milieu des années 60 et qui embrassait les idéaux de la Ligue des droits de l'homme. Et vous pensez sûrement à Georges-Henri Lévesque, le sociologue. Évidemment, oui. Le père, Georges-Henri Lévesque. Sûrement qu'il a dû, je ne me souviens pas s'il est intervenu à ce moment-là. Est-ce qu'il était encore au Québec? Je ne me souviens pas, mais il était sûrement très favorable et il a de loin influencé sûrement la création de la Ligue des droits de l'homme. Et j'aimerais souligner, en parlant des années 70 maintenant, on va décennie par décennie, et ce qui est fascinant, c'est de voir l'évolution de la Ligue. Et cette question des droits et des libertés, ce n'est pas statique, c'est dynamique. Et ça me fascine. Mais également, là on est dans l'année 1976, et il s'agit d'un texte, Les militants et la police, l'Association des juristes québécois, AJQ, avril 1976, et quelques extraits où dans ce texte on parle le droit bourgeois, la répression bourgeoise, une lutte de classe. On est, n'est-ce pas, dans un discours marxiste. Et on parle de juriste. C'est bien cela. On parlait tout à l'heure de l'Église. Ce qui en restait au début des années 70, la revue Relations produisait des textes qui flirtaient avec le marxisme, embrassaient la théologie de la libération, etc. Donc, c'est vrai, les années 70, c'est l'éclosion des droits économiques et sociaux, sûrement. Oui, l'évangile de la libération, là, vous faites référence à Gustavo Gutiérrez, n'est-ce pas, dans l'Amérique latine. Mais la revue Relations embrassait ce mouvement-là. Et encore maintenant, d'ailleurs, la revue Relations fait partie des périodiques de gauche au Québec, et plusieurs personnes engagées, soit en Amérique latine, soit ailleurs, dans la théologie de la libération, font toujours partie de la revue. Et
Pour Mais vous, donc, c'était Diane pas Lamoureux. en 70 parce que c'était une rupture, parce que la revue Relations a été plutôt conservatrice durant les années 60. Et ce n'est qu'à la fin des années 60 qu'elle a changé. Et là, il y a un groupe de jeunes jésuites qui ont pris la direction de la revue et qui lui ont donné une allure très à gauche et qu'elle a conservé depuis ce temps, qu'elle a toujours aujourd'hui, comme le signalé Diane. Donc, Diane Lamoureux, Paul-Étienne Rainville, il y avait donc bel et bien au moins une partie de la Ligue à cette époque, dans la décennie des années 70, un discours bel et bien marxiste. Je suis moins sûre que ça soit vraiment à la Ligue. C'est l'Association des juristes progressistes qui avait publié la revue. Bon, c'est évident que à partir du moment où la Ligue fonctionne avec des mouvements de défense des droits sociaux, si on regarde le contexte général des années 70, les syndicats produisent tous des manifestes plus ou moins socialistes, vaguement inspirés du marxisme. Donc, il y a quand même un contexte dans les années 70 où on se rend compte que il y a des inégalités de classe qui existent au Québec comme ailleurs, et donc une préoccupation sur le fait que c'est extrêmement nécessaire d'avoir des droits individuels, mais on ne peut pas séparer complètement des droits individuels de droits collectifs. Je pense par exemple aux droits d'association, aux droits de manifestation. C'est des droits qui sont à la fois de nature de droit civil, mais qui sont et droits politiques, mais qui ne peuvent s'exercer que collectivement. Bon, en même temps, les luttes sociales au Québec à ce moment-là se faisaient en partie au nom des droits. Je veux dire, si on pense au mouvement féministe, il y avait tout pour l'égalité juridique, pour la liberté des femmes, pour le droit à l'avortement. Si on pense au mouvement pour le logement, on parlait déjà de droit au logement à ce moment-là, de droit à des garderies, donc de droit des personnes assistées sociales qui ne devaient pas perdre leurs droits parce qu'elles vivaient de soutien public, de droit des personnes, l'Office des droits des détenus. Donc, il y avait ce langage des droits qui était associé à beaucoup de luttes sociales. Paul-Étienne Rainville? Oui, je pourrais rajouter en fait qu'effectivement, il y a dans les années 70, il y a différents courants socialisants, je ne sais pas comment les qualifier, mais effectivement, il y a une critique de plus en plus importante du système capitaliste, du colonialisme, etc. Et effectivement, à la Ligue, on identifie de plus en plus certaines institutions comme étant des institutions de maintien du pouvoir du grand capital et effectivement les positions sur la police, les positions sur la prison aussi. On dénonce beaucoup le fait que la prison, finalement, c'est qui est en prison? Ce sont des personnes des classes défavorisées, que la prison, finalement, est un instrument de régulation de la criminalité des classes populaires, etc. Donc, on a vraiment une analyse, je dirais, assez systémique, assez radicale. D'ailleurs, on va même réclamer l'abolition de la prison aussi à l'époque, une charte des droits des détenus aussi. Et effectivement, il y a derrière ça une critique assez profonde de la société capitaliste qui est en fait portée par énormément de mouvements sociaux à l'époque. Et il y a un autre volet, c'est que c'est une époque de répression assez brutale de plusieurs mouvements sociaux aussi. Donc, à l'époque, par exemple, tout ce qui est les réseaux de surveillance de la GRC dans les syndicats au Québec, finalement, on dénonce que la GRC ou les services de sécurité de renseignement infiltrent les mouvements sociaux. Et donc, de plus en plus, on associe l'État à un instrument de répression des mouvements de contestation. Donc, il y a aussi cette expérience de la répression qui fait en sorte que ça se radicalise aussi. Donc, c'est une période qui est assez... Et j'aimerais maintenant faire le pont entre l'Association des juristes québécois et ce texte d'avril 1976 et l'incarcération. Et je tiens à souligner à l'auditoire de Radio Infocité, la Ligue des droits et libertés est toujours en mouvement.
est toujours de l'actualité et dynamique, puisque pas plus loin que novembre dernier, il y avait, n'est-ce pas, un colloque perspective critique sur l'incarcération au Québec. C'était le 4 novembre 2022 à l'UQAM. Et j'aimerais enchaîner avec un des textes, à mon avis, les plus touchants dans cette exposition Droit en mouvement. Et je me permets de lire ce texte. L'incarcération est beaucoup plus qu'une peine de privation de liberté. Elle entraîne des effets durables et néfastes. Modification de la notion du temps, dépossession de soi, atrophie des sens, dérèglement hormonaux, perte de la faculté d'aimer. Fin de citation. Il s'agit de nul autre que la juriste, professeure en sciences juridiques à l'UQAM et présidente de la Ligue des droits et libertés. Il s'agit de Lucie Lemonde, et ça, c'est une citation de La Vie en rose, en mars 1993. Diane Lamoureux, pourriez-vous nous parler de l'ancienne présidente Lucie Lemonde et ce texte? Lucie Lemonde a joué un rôle assez important dans l'histoire de la Ligue des droits et libertés. Là, je me rappelle plus combien d'années elle a été présidente, mais et dans ce texte-là de La Vie en rose, elle montre aussi la continuité entre ses préoccupations féministes et sa lutte contre l'incarcération. Donc, c'est aussi très intéressant comme liaison parce qu'on est plutôt habitué aux critiques foucaldiennes de l'incarcération sur le mode de surveillance pour les classes populaires réputées classes dangereuses, etc. Et ce que montre Lucie Lemonde, je pense là-dedans, c'est que on perd pas uniquement sa liberté de circuler quand on est incarcéré, on perd en grande partie son humanité. Bon, évidemment, les prisons ne sont pas tout à fait des camps de concentration. C'est pas une expérience aussi extrême que les camps de concentration ou les camps d'extermination, mais c'est quand même l'idée que il y a plus qu'une peine d'incarcération et qu'il y a et c'est pour ça que la Ligue et Lucie en particulier ont joué un rôle très important au niveau de l'Office des droits des détenus. C'est pour souligner que la perte de l'incarcération ne doit pas signifier la perte de l'ensemble des droits. Et c'est ce mouvement-là, entre autres, qui a conduit à octroyer le droit de vote aux détenus. Alors qu'auparavant, on pensait que c'était la mort civique au complet d'incarcérer quelqu'un. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le colloque était de novembre 22 était un colloque en hommage au travail multidimensionnel de Lucie Lemonde sur toute la question de l'incarcération. Et je souligne à l'auditoire de Radio Infocité que Lucie Lemonde était présidente de la Ligue des droits et libertés de 1994 jusqu'à 2004. C'est quand même une longue présidence. Paul-Étienne Rainville, pourquoi ce texte-là? Parce que elle saute aux yeux quand on visite cette exposition Droit en mouvement. Ben, c'est exactement ce que Mme Lamoureux disait, c'est qu'en fait, ce qu'on a essayé de montrer dans cette alcôve qui est en fait dans une pièce un peu séparée là, du musée, on a voulu aussi que ce soit un peu à l'image de cette opacité des conditions de détention. Et très tôt, la Ligue ont demandé à avoir des droits de visite dans les pénitenciers et les prisons au Québec. Et effectivement, comme disait Mme Lamoureux, c'est que
pendant longtemps, les droits des détenus étaient considérés comme des personnes n'ayant pas de droits, finalement, pas de droits fondamentaux. Et ça, la Ligue a joué vraiment un rôle, l'Office des droits des détenus en particulier a joué un rôle vraiment important dans la considération des dimensions humaines des conditions de détention. Et je parlais tout à l'heure de la Charte des droits des détenus. Dans cette charte-là, qui est publiée en 1980 par l'Office des droits des détenus, le premier élément qu'on souligne, c'est que la prison, c'est un endroit de déshumanisation. Et comment réhumaniser cet endroit-là? On parle autant du droit d'avoir des relations sexuelles, du droit d'avoir accès à la vie à ses enfants, à ses familles, au droit de visite, le droit à l'éducation, le droit de pas, à l'époque, on mangeait du spaghetti appartenait 300 jours par année, le droit d'avoir une alimentation de qualité. Donc, d'avoir finalement des droits qui respectent la dignité humaine Et c'est pour ça que cette citation-là a été retenue. Vous savez, quand on a un paquet d'archives devant nous, on doit faire des choix, mais je pense que cette citation-là, c'était vraiment pour souligner toute cette question-là. Et vraiment, ce texte, c'est comme l'épicentre de ce qui est à toute fin pratique une cellule. Vous avez créé une cellule dans l'exposition, et tout sur l'incarcération. J'aimerais toujours poursuivre ce qui me semble être, et c'est à vous de le dire, cette plaque tournante des années 70 dans l'histoire de la Ligue des droits et libertés, parce qu'il y a un autre texte dans l'exposition Histoire de la Ligue. Au début des années 1970, ses membres prennent leur distance face à cette approche juridique et individuelle pour se rapprocher des milieux syndicaux, populaires et communautaires. La Ligue entreprend alors un virage social et accorde une place centrale aux droits des groupes marginalisés et aux droits économiques, sociaux, dans une perspective sur l'interdépendance des droits. Or, si je comprends bien, il y a eu donc un changement de paradigme. La pierre de touche n'est plus l'individu comme pierre de touche des droits, mais ça devient un ou des collectifs. C'est bien cela. Je peux. En fait, c'est un élément qui est intéressant parce qu'on a souvent tendance à de faire des oppositions quand on parle de droits humains. Donc, on va parler des droits individuels versus des droits collectifs, des libertés civiles versus les droits sociaux. Mais quand on prend justement cette approche de l'interdépendance des droits, on s'aperçoit que tous les droits sont liés entre eux et que si on viole un droit, ça a des impacts sur l'ensemble des autres droits. Donc ça, c'est la notion d'interdépendance des droits qui a été adoptée peut-être un peu plus tardivement par la Ligue. Mais je pense qu'à l'époque, c'était des années 70, c'était cette idée que un organisme de défense des droits n'est pas simplement chargé de défendre les libertés civiles, donc la liberté de parole, le droit de se réunir, de s'assembler, de protester, la liberté religieuse aussi, mais que ça devait aussi défendre les droits de certains groupes, justement. On a parlé de groupes dominés, groupes marginalisés, etc. Et donc, à cette époque-là, c'était l'idée aussi de dire, il y a un organisme de défense des droits doit défendre certains droits économiques, sociaux, le droit à un minimum de vie décente. Et pour ça, il faut s'allier à des organismes qui défendent certaines catégories de population. Et dans ce virage de 72, on a un manifeste qui a été publié par Maurice Champagne à l'époque. Et on a aussi tous les documents de l'Assemblée générale et de la Ligue. Et à l'époque, on fait la liste de qui sont ces groupes marginalisés. Donc, on parle des personnes âgées, on parle des enfants, on parle des prisonniers, on parle des autochtones, on parle des personnes racisées même à l'époque. Bon, on parle de personnes de couleur, on parle des femmes monoparentales, des chômeurs, chômeuses. Donc, en gros, des catégories qu'on dit démunies dans l'exercice de leurs droits. Puis, il y a tout un volet aussi en même temps qui est celui de l'accès à la justice pour ces personnes-là. Donc, on reste un peu dans la même perspective juridique, mais il y a tout l'autre volet qui est de défendre les droits sociaux de ces groupes marginalisés. Et ça, à cette époque-là, je pense que c'est vraiment en phase avec une critique plus large des organismes de défense des droits
À la fin des années 60, il y a beaucoup de gens qui critiquent la Ligue justement parce qu'elle est trop, qu'elle est trop bourgeoise dans sa composition, et qu'elle est trop centrée justement sur les droits juridiques des individus et pas assez sur la défense des droits de ce qu'on appelle la personne humaine en général. Donc, les droits qui sont plutôt relatifs à l'émancipation des personnes en général et non simplement la défense de leurs droits individuels et juridiques. C'est justement aussi le moment où on passe du mot homme au mot personne, sans doute pour inclure les femmes, mais aussi parce que le mot personne est beaucoup plus riche que celui d'homme. La personne dit altérité, dit contact avec l'autre. Il y a quelque chose de social déjà dans le concept de personne. Et évidemment, on découvre que les droits humains, tout individuels soient-ils, n'ont aucun sens s'ils ne sont pas reliés à un contexte social. Donc, c'est une évolution majeure de cette époque. Et aussi, déjà, on en est moins conscient, mais on a quand même créé un ministère de l'immigration au Québec, fin des années 60, et déjà la présence des minorités de cultures, de races différentes est présente dans la notion de droit. Elle l'est sûrement dans la Charte des droits et libertés de 1975. On en parle moins, mais c'est déjà là, tout est prêt pour l'utilisation de la Charte pour les droits des minorités, de ce problème qui devient crucial aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut aussi voir que ce tournant social, c'est de dire que les libertés, y compris individuelles, sont limitées par des systèmes sociaux qui empêchent la pleine jouissance de leurs droits pour des groupes marginalisés, que ce soit pour des raisons économiques, que ce soit pour des raisons racistes ou que ce soit pour des raisons sexistes. Et donc, le tournant social de la Ligue, c'est aussi de voir qu'il y a des groupes plus vulnérables dans la jouissance de leurs droits que d'autres groupes et qu'il faut s'y intéresser particulièrement pour que les droits soient universels, comme le voulait la Déclaration, par exemple, universelle des droits de l'homme de 1948. Alors là, quand on peut parler de l'individu, là, on parle surtout de groupes. On pourrait dire, à vous de me corriger, le collectif en question, que ce soit les sans-logement, comme il y a un numéro voué à la question du logement au Québec, que ce soit le collectif soit les démunis sur le plan économique, les pauvres. Et je tiens à souligner à quel point l'écomusée du Fier Monde est dans un quartier populaire, donc qui correspond parfaitement à la raison d'être de la Ligue des droits et libertés. On pourrait parler du collectif des détenus, comme en parlant de l'incarcération. On pourrait parler du collectif des femmes. On pourrait parler des collectifs des Premières Nations. Mais ceci dit, il y a un collectif dont on ne parle pas, la nation. Voilà. Est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus, Paul-Étienne Rainville? Je vous invite à lancer la balle. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai étudié beaucoup des années 40, 50, donc l'impact de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur les mouvements sociaux au Québec. La Ligue est une extension de ça aussi. Moi, je dis souvent que la Ligue est presque un produit des années 40, 50. Et c'est créé en pleine révolution tranquille. Donc, la question nationale, elle est partout, tout le temps.
Dans ces premières années, la Ligue va surtout, elle est composée de gens qui ont développé, je dirais presque, une aversion pour plusieurs sur la question nationale, en particulier à cause que c'est associé au discours conservateur de Duplessis, c'est associé aussi au conservatisme religieux de la droite au Québec. Et donc, plusieurs de ces gens-là ont écrit aussi sur la question nationale. La question nationale au début de la Ligue des années 60, c'est beaucoup posé sur une question constitutionnelle, à savoir, est-ce qu'on peut adopter une charte québécoise? Si oui, sur le plan juridique, comment on le fait? Par exemple, Jacques-Yvan Morin va publier un article fleuve sur cette question-là. Comment on peut appliquer les normes de la Déclaration universelle au Québec alors qu'on est dans un État fédéral et qu'on a des champs de compétences, etc. Donc, la question nationale, elle est là beaucoup sur un plan juridique. La Ligue va prendre la défense aussi des droits juridiques de certains militants, entre autres nationalistes, entre autres dans le cadre des procès de Pierre Vallière, Charles Gagnon dans les années 60. Donc, on se porte à la défense des libertés des individus membres du mouvement nationaliste, mais plusieurs groupes nationalistes des années 60 vont critiquer justement la Ligue parce qu'elle n'endosse pas les positions sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour le Québec. Dans les années 70, quand on parle justement de s'ouvrir à d'autres groupes marginalisés, discriminés, ce qu'on voit beaucoup dans les documents de la Ligue, c'est que parmi ces groupes discriminés-là, il y en a un en particulier, ce sont les Canadiens français, les Québécois. Et quand on dit qu'ils s'ouvrent aussi aux droits collectifs, à l'époque, on parle beaucoup dans les années 70 de la question de la langue, la question de la discrimination dans le domaine de l'emploi, la discrimination socio-économique des Canadiens français, et beaucoup, et là, ça, je pense que c'est, dans le monde, c'est un mouvement qui se voit beaucoup dans les années 60-70. De plus en plus, on parle de l'arrimage entre la défense des droits de l'homme et la défense du droit du Québec à l'autodétermination. Et à la fin des années 60, il y a beaucoup d'ailleurs de groupes qui revendiquent l'adoption d'une charte provinciale pour affirmer le pouvoir du Québec au Canada et sur la scène internationale aussi. Donc, dans les années 70, oui, il y a beaucoup de militantes nationalistes à la Ligue aussi. Et quand on parle justement des groupes qui sont fragilisés dans l'exercice de leurs droits, on mentionne à l'époque aussi les Canadiens français. Donc, on les inclut dans cette catégorie des groupes vulnérables dans l'exercice de leurs droits fondamentaux. Liane Lamoureux? Oui, on pourrait dire aussi que la Ligue a quand même tenu à être une organisation québécoise et pas à faire partie d'un ensemble pan-canadien de défense des droits humains, même si la Ligue entretient des liens avec l'Association canadienne des libertés civiles. Donc, il y a un implicite québécois de cadre de référence sans que ce soit vraiment approfondi. Par contre, en ce qui concerne les peuples autochtones, le discours sur les nations autochtones est un discours qui survient assez rapidement à la Ligue dès la fin des années 70, alors que peu de gens parlaient de nations en ce qui concerne les populations autochtones. Donc, c'est pas un discours qui est tout à fait absent. Mais c'est vrai que c'est pas la Ligue n'a jamais pris position au niveau des 2 consultations référendaires, des trucs comme ça. C'est tout à fait clair. Mais c'est pas, on peut pas dire que ce soit une préoccupation complètement absente. Quand il y a la répression de la manifestation contre la visite de la reine à Québec, la Ligue est au cœur des protestations, par exemple. C'est la plupart de ses membres et dirigeants sont des fédéralistes convaincus, mais c'est pas une raison pour taper sur des manifestants. Donc, c'est assez ambigu la position de la Ligue par rapport, mais c'est pas une position en faveur du nationalisme québécois, mais il y a quand même un cadre de référence qui est essentiellement un cadre québécois. Et la même chose s'est produite au moment de la crise d'octobre en 1970. Alors là, la Ligue, si je ne m'abuse, a pris position nettement pour les droits des personnes qui ont été arrêtées arbitrairement, et même beaucoup de fédéralistes à l'époque.
Donc, il y a eu comme une fusion du mouvement souverainiste puis du mouvement des droits. On parlait des droits des Canadiens français. Mais ce qui s'est produit dans les années 70, c'est assez patent. Si vous demandez aux gens quelle charte importante a été établie, a été créée, mise en œuvre au cours des années 70, on va mentionner la Charte de la langue française. Et la Charte de la langue française a un peu occulté aux yeux des nationalistes, en tout cas la Charte des droits et libertés de 1975. Et avec le temps, cette insistance sur les droits collectifs des francophones a fini par jouer, c'est le problème que nous vivons à l'heure actuelle, contre les droits des minorités. J'ai même entendu des gens récemment dire qu'on parle trop des chartes, parce qu'évidemment, la charte fédérale de 1982, qui a été vue comme contraire aux intérêts de la nation québécoise, a comme dévalorisé la notion de charte des droits, y compris notre charte à nous. Je pense aussi qu'on peut voir dans les dernières années des gouvernements qui ont tendance à opposer les valeurs d'une soi-disant majorité aux droits de toutes et tous. Et ça, c'est extrêmement grave comme évolution sociale. Et c'est ce que nous vivons avec le gouvernement actuel. On parle constamment du concept de majorité. D'ailleurs, dans le milieu nationaliste, il y a ce concept qui a été élaboré par des gens de bonne foi, s'inspirant d'un grand sociologue, Fernand Dumont, un concept que je trouve très pernicieux, celui de la majorité historique. Et déjà, pour les personnes racisées, pour toutes les minorités, ça crée deux catégories de citoyens québécois, qu'on le veuille ou non. On a beau dire que les droits sont universels, etc. Dès qu'on a privilégié la majorité historique, ça veut dire que ça exclut forcément des personnes. Et c'est très pernicieux pour la notion de droit. Et je pense que nous sommes encore profondément influencés par ça. Et j'aimerais faire la liaison quand on parle de l'individu, du collectif, de la nation et des droits, puisque la Ligue des droits et libertés est de l'actualité, et on l'a vécu hier à Montréal. On nous a déclaré la ville la plus polluée hier dans le monde entier. La question écologique, la question de l'environnement. Or, il y a un texte dans l'exposition à l'Écomusée du Fier-Monde dont la rubrique environnement. Militant pour le droit à un environnement sain, elle, la Ligue, défend également le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en particulier des nations autochtones directement touchées par l'exploitation des ressources de leur territoire. Or, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures quand on parle de la question de la nation? Si les Premières Nations ont droit de disposer d'elles-mêmes. Je ne pense pas que personne à la Ligue s'opposerait au droit à l'autodétermination de la nation québécoise. Comme je vous ai dit, c'est un référent québécois qui est implicite à la Ligue. Mais il faut reconnaître que il y a aussi d'autres nations qui étaient là avant les Canadiens français de souche qui sont devenus des Québécois dans les années 70 et qui sont particulièrement impactés, bon, même si, parce que on a beau avoir la fumée des feux de forêt, les feux de forêt, ils sont dans des territoires
majoritairement autochtones, mais exploitées par des compagnies forestières internationales, par des minières internationales, etc., sans qu'on leur demande vraiment leur avis sur les usages du territoire et les façons de le protéger. Donc, il y a aussi ça qu'il faut reconnaître dans la réalité québécoise. Et c'est évident que le droit à un environnement sain ne se réduit pas au droit des nations autochtones à un environnement sain. Ça concerne tout le monde, y compris les gens qui vivent en ville et qui sont ces jours-ci prises avec un problème de pollution particulièrement important. Et là, le temps passe et je disais au début de cette entrevue dialogique que je trouve, en tant qu'historien, que la Ligue des droits et libertés est d'une actualité brûlante et je le dis également en tant que spécialiste en sciences des religions. Parce que je vais citer un autre texte sous la rubrique racisme. Depuis le début des années 2000, la Ligue dénonce la montée de l'islamophobie et les politiques qui, sous prétexte de promouvoir la laïcité, portent atteinte de manière discriminatoire aux droits des minorités religieuses et racisées, plus particulièrement ceux des femmes musulmanes. Fin de citation. Je trouve ça combien actuel à la lumière de la loi 21 qui va sûrement monter à la Cour suprême. Professeur Balthazar, vous et moi, on a des discussions là-dessus. Que dites-vous? S'agit-il d'un prétexte? Moi, je pense évidemment que la loi 21, malheureusement, a été beaucoup plus informée par un sentiment de crainte, d'insécurité vis-à-vis des musulmans en particulier, que par une nécessité profonde d'affirmer la laïcité du Québec, ce qu'on vit d'ailleurs. On vit la laïcité au Québec depuis fort longtemps. Il ne fallait pas attendre les musulmans pour promouvoir notre laïcité. Et ça m'apparaît très clair dans la mesure où l'appui à la loi 21 a été beaucoup plus fort dans la région, dans les régions, là où le problème des contacts avec les musulmans, là où on voit rarement des femmes voilées, que dans la région de Montréal, où il y a eu beaucoup de dissensions. Donc, là où nous vivons le problème de nos relations avec les musulmans, c'est là que les avis ont été beaucoup plus partagés. Donc, je ne dis pas que la loi 21 n'est pas inspirée par des principes universels très valables et par des gens de bonne foi à cet égard, mais je constate cette chose évidente que ce qu'on appelait malaise, cette gêne vis-à-vis de gens qui affirment une religion qui nous est étrangère, a été un élément très important et il l'est encore, c'est clair. Et quelle ironie, puisque la naissance de... ça existe. Ça n'est pas uniquement un prétexte des musulmans très politisés qui veulent introduire, en tout cas donner une force juridique à leur mode de vie. Ça existe aussi pour des raisons purement racistes. C'était dans les années 30, c'était les populations juives qui étaient visées. Hein. Évidemment. Ouais. C'est très clair que la Ligue, comme Ligue des droits et libertés, est en faveur du principe de laïcité. Ouais. Et le problème, c'est dans l'application du principe de laïcité. Oui. Et à ce niveau-là, c'est clair pour nous que la loi 21 reste une loi
foncièrement discriminatoires qui surfent sur un racisme relativement décomplexé, principalement à l'égard des populations musulmanes, mais pas que, parce que si on regarde par exemple le dernier rapport qui a été fait sur les interpellations policières à Montréal, on voit que les personnes d'origine noire ou d'origine arabe ou à faciès plus ou moins arabe sont nettement plus souvent interpellées que les personnes qui semblent blanches. Paul-Étienne Ravier. Je voulais exactement souligner parce ce que Mme Lamoureux vient de dire. On a souvent tendance à dire est-ce que vous êtes pour ou contre la laïcité en mesurant l'appui à la laïcité avec l'appui au projet de loi 21 ou à la Charte des valeurs ou dans les débats sur les accommodements raisonnables avant, alors que justement, ce n'est pas une question d'être contre la laïcité, c'est l'idée que la laïcité ne doit pas être un prétexte pour imposer les valeurs de la majorité et pour violer les droits de certaines minorités et que l'État doit s'abstenir justement d'entrer dans la sphère privée des individus. Et donc là, en imposant la neutralité religieuse à des individus, dans un contexte en plus de racisme, d'islamophobie galopante, ça renforce la discrimination, ça renforce les préjugés, ça renforce l'idée même d'exclusion. Et donc, c'est de ce point de vue-là que cette loi-là a été dénoncée comme étant, dans le contexte d'islamophobie, comme étant une violation de droits à des personnes racisées, en particulier les femmes musulmanes. Et on pourrait même dire que c'est un élément qui renforce aussi le racisme en tant que système de façon générale aussi, en légitimant le discours islamophobe aussi. Le traitement de la notion d'accommodement raisonnable est assez typique de ce malaise de notre société. Parce que accommodement raisonnable, c'est quelque chose de très positif. Accommoder des gens et de façon raisonnable, donc ça exclut des accommodements qui seraient excessifs. Donc, il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Or, on en parle constamment au Québec comme une plaie, comme une utilisation excessive de la Charte des droits. Ça a peut-être été le cas à l'occasion, mais en soi, la notion d'accommodement raisonnable est une notion très valide de rencontre, de médiation, qui ne peut être que bonne en soi. Et on le voit comme quelque chose de terrible qui a été introduit pour nuire, pour contribuer à la minorisation des Québécois, pour nuire à l'évolution de la nation québécoise. Et quelle ironie que la naissance du mouvement laïque, de la laïcité, remonte à la Révolution tranquille, tout comme la naissance de la Ligue pour les droits et libertés. Alors, la question se pose, est-ce que la loi 21 est l'aboutissement d'un mouvement laïque ou est-ce que c'est une contradiction parce qu'on érige en religion civique la laïcité? Ouais. Il y a plusieurs formes de laïcité. La laïcité belge n'est pas la même chose que la laïcité française ou que la laïcité américaine, où il y a Dieu qui intervient partout, y compris dans la prestation de serment du président américain. Donc, il faut voir que on parle pas de quelque chose qui est bien assis historiquement, la laïcité. Il y a eu des tentatives qui sont liées à des contextes historiques, etc. Bon, dans le contexte du Québec, je suis pas sûre que la loi 21 soit un aboutissement de la laïcité. C'est dans une large mesure son travestissement, parce que on a dit, par exemple, bon, les édifices publics arborent encore des signes religieux catholiques et moi je me souviens que j'avais été quand j'habitais Québec, près de chez moi, on avait fait supposément une rénovation au théâtre Périscope. En fait, la seule chose qu'on avait fait, c'est supprimer l'étoile de David
parce que c'était une ancienne synagogue, sur sur une des façades du théâtre Périscope. Donc, on a des laïcités et on a encore une bonne partie de nos fêtes religieuses qui sont des fêtes catholiques. Donc, laïcité, il faut en prendre, en laisser. Et c'est vrai qu'on est plutôt dans une forme de catho-laïcité avec la loi 21 que dans une forme de laïcité véritable. J'ajouterais les exemptions fiscales aussi aux organismes religieux. Ce que je constatais avant la loi 21, c'est que nous laïcisions comme société un peu à la façon américaine, sans en parler, utilisant le mot secularism là, plus qu'autre chose. Et tout à coup, on a fait ressortir le principe de laïcité dans un contexte de malaise vis-à-vis des musulmans. Alors, on boucle la boucle, et ça, je le dis en tant qu'Américain né au Texas, la laïcité est en danger aux États-Unis. D'où, justement, on n'a plus le droit à l'avortement. D'où on menace deux personnes du même genre à se marier. Donc, gardez la laïcité bien en tête, aussi bien aux États-Unis qu'au Québec. On termine en disant, on invite le grand public à découvrir l'exposition à l'Écomusée du Fier Monde, Droit en mouvement, avec ce catalogue qui l'accompagne. C'est en cours jusqu'au 3 septembre prochain. Et vous pourriez aussi y trouver les droits en mouvement, qui est avec deux rédacteurs, Christian Nadeau, Philippe Némé-Nombré, qui est disponible. On remercie nos invités, donc Diane Lamoureux, Paul-Étienne Rainville, et au téléphone en ce moment, Louis Balthazar. Merci beaucoup à la régie, Jean-Marc Drolet, qui a rendu possible cette entrevue dialogique sur une exposition incontournable. Merci. Merci de l'invitation. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.